Bonjour, bonjour à chacune et à chacun. Le titre de la présentation, Inégalité face au cancer, que pouvons-nous y faire? Le titre est assez ambitieux et vous verrez que pour les 15 minutes qui viennent, la conclusion sera un peu plus humble. J'aimerais commencer par une question. Vous sollicitez sur la question suivante, qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui contribue à notre état de santé? Le milieu dans lequel on vit, ce qu'on mange, la nourriture, pardon, l'âge, le stress, le hasard, la génétique qui est un peu associée au hasard, on ne choisit pas ses parents, le logement, tout à fait, le travail, pardon, nos relations sociales, oui, c'est très bien vu, tout à fait. L'environnement, oui. L'accès au système de soins de santé, je crois que vous avez tout dit. Ce qui contribue à notre état de santé, c'est bien sûr la génétique, vous l'avez évoqué, c'est ce que nous héritons, ce dont nous héritons de nos parents à la naissance. Notre héritage génétique va conditionner le fonctionnement physiologique et physiopathologique de nos organes. L'environnement, ce que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que nous buvons, ce dans quoi nous travaillons, notre environnement physique et aussi notre environnement social, vous l'avez dit, nos relations sociales contribuent à notre état de santé, en bien ou en mal. Nos comportements, vous l'avez assez peu évoqué, aussi dans ce qu'on mange, ça fait partie de nos comportements, dans ce qu'on fume ou ce qu'on ne fume pas, dans ce que l'on choisit ou pas dans les vaccins qui peuvent prévenir un certain nombre de pathologies et notamment certains cancers. Et donc les comportements ont une part importante dans notre état de santé. Et notre système de soins, vous l'avez dit également, et pour être tout à fait honnête avec vous, notre système de soins de santé, on considère qu'il contribue à hauteur de combien? De quel pourcentage de notre état de santé? Combien? 50% à ma gauche, un tiers à ma droite, 8%. Voilà. Selon les estimations, 8 à 10%, notre système de soins de santé contribue de 8 à 10% à notre état de santé. Et donc vous voyez le poids des autres facteurs, et notamment le poids de nos comportements et le poids de l'environnement dans lequel nous vivons. Et ce n'est pas un mystère, certains d'entre nous sont en meilleure santé que d'autres. Ce qui m'amène à vous parler des inégalités sociales de santé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé ou devant la santé? Ce sont les différences de santé qu'on observe entre différents groupes sociaux. Et le gradient social de santé, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que une catégorie sociale est immédiatement en meilleure santé que la catégorie qui est en dessous et qui elle-même est en meilleure santé, en meilleur état de santé que la catégorie qui est encore en dessous. Ces inégalités sociales de santé, on considère que ce sont de véritables iniquités, c'est-à-dire qu'elles sont injustes, parce qu'elles sont potentiellement évitables. Et également, on souligne la complexité de ces inégalités sociales qui font système entre elles. Ces inégalités se construisent tout au long de la vie et également elles se transmettent de génération en génération. Alors, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas tous égaux devant la santé et notamment face au cancer? Alors, si on reprend les déterminants de la santé, pour la génétique, c'est le polymorphisme génétique. Nous savons qu'un certain nombre de cancers sont en lien avec le génome hérité de nos parents et ce polymorphisme, eh bien, nous ne sommes pas tous égaux. L'environnement, on en a parlé, et dans ce qui va suivre, étant médecin du travail, je vais parler plus spécifiquement des expositions professionnelles, sources de cancer d'origine professionnelle. Dans nos comportements, le tabac, l'alcool, la sédentarité, l'alimentation, ces comportements sont associés à un certain nombre de cancers, et notamment les cancers du poumon, du côlon, qui sont en France les localisations de cancer parmi les plus répandues, notamment chez les hommes. Et
bien sûr, le système de soins, Johan Fayet vous en parlera dans la présentation suivante, avec des inégalités qui sont notamment géographiques. Et nous ne sommes pas tous égaux parce que nous ne sommes pas tous exposés de la même façon aux cancérogènes de l'environnement. Et il est tout à fait documenté que les personnes, les travailleurs salariés qui sont dans les catégories socio-professionnelles moins favorisées sont plus exposés à des cancérogènes. Pour les comportements, il est également bien documenté que les personnes qui sont dans des positions sociales moins favorisées ont plus de difficultés à adopter des comportements favorables à la santé. Et pour le système de soins également, avec un certain nombre de situations d'inégalités géographiques, mais aussi de non-recours aux droits et au système de santé parmi les personnes défavorisées. Alors, selon vous, combien en France y a-t-il de cancers d'origine professionnelle chaque année ? 2000, 5000 ou 20 000 ? 20 000 5 000 ? Ah ah! Alors, c'est dommage, je n'ai pas de récompense à offrir, mais c'était la bonne réponse. Il y a 2000 cancers reconnus chaque année et 20 000 estimés. Donc, si je vous laisse faire le calcul de la sous-déclaration ou de la sous-reconnaissance, on estime que 4 à 8% de tous les nouveaux cancers chaque année sont d'origine professionnelle, qu'ils concernent 13,5% de tous les salariés, et que parmi eux, 70% sont des ouvriers. Donc là, vous les voyez bien, les inégalités sociales des expositions aux cancérogènes professionnels. Et également, ce que nous savons, c'est que les ouvriers vivent moins bien et moins longtemps que les cadres. Selon vous, quelles sont les expositions les plus coupables en France? Les expositions professionnelles. Chimiques, mais encore. L'amiante à ma droite. La radioactivité. L'amiante, pardon. Pesticides. Alors, coupable numéro 1, l'amiante. Tout à fait. Encore maintenant. L'amiante qui est à l'origine de différents cancers, dont les cancers du poumon et le mésothéliome, le cancer de la plèvre. Pardon. Les poussières de bois, coupable numéro 2 en termes de cancers reconnus. Poussière de bois à l'origine des cancers nasocinusiens. Et le benzène, coupable numéro 3 sur le critère des cancers d'origine reconnus d'origine professionnelle à l'origine de leucémie. Selon vous, quelle proportion de cancers d'origine professionnelle est-elle reconnue? 10%, 15 à 30%. Voilà. Ça dépend des études, ça dépend des calculs. Il me reste 5 minutes. Seuls 15 à 30% des cancers d'origine professionnelle seraient reconnus et certains sont moins bien reconnus que d'autres. Si vous regardez donc sur la droite, la sous-reconnaissance concerne 60% des cancers du poumon d'origine professionnelle. Donc on considère que 60% des cancers du poumon qui sont attribuables à l'environnement professionnel ne sont pas déclarés. Alors là, il y a une coquille au niveau des leucémies, c'est pas 0%. Alors je regrette, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je vous inviterai à regarder la présentation qui, j'imagine, sera sur un site internet. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut y faire à ces inégalités devant le cancer? Vous voyez ici, selon donc cette image qui a été extraite du site internet de l'Institut national du cancer, le poids relatif, la surface de chaque disque représente le poids relatif de chacun des facteurs, et les facteurs les plus importants sont bien les facteurs qui sont associés à nos comportements. Le fait de fumer, d'avoir une alimentation déséquilibrée et de boire de l'alcool, uniquement avec ces 3 facteurs liés à nos comportements, on peut déjà agir sur les inégalités sociales. Mais ça serait injuste de réduire la responsabilité du changement sur les seuls individus, parce que nous savons bien que le fait de fumer, de boire de l'alcool ou d'avoir une alimentation déséquilibrée est étroitement associé à l'environnement dans lequel nous vivons et aux relations que nous avons. D'où l'importance d'agir sur l'environnement
pour réduire ces inégalités sociales, y compris les inégalités d'exposition associées au comportement. Également, s'agissant des expositions professionnelles, ici, une des voies pour réduire ces inégalités sont d'améliorer la prévention des risques professionnels pour obtenir une meilleure réduction du risque à la source. Entendez par là substituer les produits qui sont les plus dangereux, les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, par d'autres produits. Également, améliorer la reconnaissance et la déclaration des cancers d'origine professionnelle. Voilà. Pour la génétique, ce qu'on peut faire pour réduire les inégalités associées à la génétique, c'est améliorer l'environnement. Les cancers, pour réduire les inégalités sociales associées aux cancers devant les cancers d'origine professionnelle, c'est vraiment la prévention et améliorer la déclaration. Pour les comportements, c'est la promotion de la santé, c'est un vaste programme, et si on considère que notre système de soins ne contribue que pour 8% à notre état de santé, on est toujours frappé de savoir que le budget accordé à la prévention est aussi misérable par rapport au budget accordé à la thérapeutique. Les inégalités associées au système de soins de santé, c'est améliorer l'accès aux soins. Et pour les inégalités associées à notre génome, c'est améliorer le dépistage ciblé. Vous voyez que c'est un vaste programme et que ce programme-là aura besoin de se dérouler sur plusieurs années et de façon extrêmement volontariste si on veut espérer réduire les inégalités sociales devant le cancer. Alors oui, donc des sites internet qui sont de très bonnes ressources, le site internet du Centre Léon Bérard, du département cancer-environnement, le site internet de l'Institut national du cancer. Et donc le projet que je coordonne, j'en ai peu parlé, mais il y a une autre inégalité sociale devant le cancer, c'est les inégalités sociales du retour à l'emploi après le cancer. J'en ai pas parlé ici, mais c'est vraiment c'est tout à fait constaté. Et donc le projet Fast Tracks que je coordonne, qui est financé par le Cancéropole, la Métropole et l'Institut national du cancer, a précisément vocation à réduire ces inégalités sociales du retour à l'emploi après un cancer du sein. Voilà. Merci beaucoup. Sur la question peut-être des inégalités sur le retour à l'emploi, on posera peut-être une question au public pour pouvoir en discuter ensuite. Peut-être une ou deux phrases pour vous faire réagir si vous le voulez. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un veut exprimer quelque chose, un coup de gueule par rapport à ces questions, une observation, un témoignage sur ces questions de facteurs de risque, d'inégalité ? Personne a quelque chose qui... Oui, madame, je vous en prie, le micro arrive dans quelques instants. Est-ce que juste après, quelqu'un d'autre voudra intervenir ? Je veux bien un coup de gueule, mais pas de tomate, hein, s'il vous plaît. Non, mais... Pas par rapport à vous, par rapport à... simplement dire que dans les milieux professionnels, même dans des milieux hospitaliers, parce que, bon, bref... on a des horaires pour aller manger, tout dépend dans quel service on se trouve. On va manger quand on est de nuit à 3h du matin, quand on est de jour à 3h de l'après-midi. On a une vie complètement dissolue. Quand on est dans les blocs opératoires, on inhale toutes sortes de produits de désinfection toxiques. Et à la sortie, évidemment, on se paye le cancer, ça c'est sûr. En tant que patient ou en tant que soignant ? En tant que soignant. Non, quand on est professionnel, je parle. Professionnel de la santé. Voilà. Je vous le dis parce que vous êtes médecin du travail et donc les gens qui travaillent dans les hôpitaux, Hospice Civil de Lyon, sont souvent très exposés et on ne fait pas grand-chose pour eux. Voilà ce que je veux dire. Sans animosité. Hein, j'étais très contente de travailler aux Hospices Civils de Lyon. Les cordonniers sont mal chaussés. Monsieur ? Je confirme. Oui, là, moi, je voudrais ajouter un témoignage. Je suis pneumologue, cancérologue. Je vais intervenir pour les CPP, mais j'ai beaucoup travaillé sur le dosage d'amiante, sur la identification d'amiante dans les cancers du poumon, et je suis effaré du manque d'intérêt des pouvoirs publics sur le développement d'analyses toxicologiques. Hein. On avait un laboratoire qui était à Saint-Joseph-Saint-Luc où on dosait les corps asbestosiques, et quand un poumon est opéré, on pouvait doser facilement
Et actuellement, il ne peut plus se faire parce que ça n'intéresse pas les pouvoirs publics. Et je crois que vraiment, il y a une sous-déclaration majeure. Chaque année, je crois, la branche professionnelle donne près d'1 milliard d'euros à la branche Sécu. Donc c'est quelque chose qui est connu, qui est endémique. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème de ce côté-là, parce qu'on fait beaucoup pour la thérapeutique, mais c'est important, les gens veulent savoir, parfois comprendre pourquoi ils sont malades. Alors c'est vrai qu'on a peur, je pense que les pouvoirs publics ont peur d'ouvrir une boîte de Pandore, où on va identifier plein de... Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça, parce que on va identifier des métaux. Si on fait de l'analyse toxicologique sur les prélèvements tissulaires, on va identifier des choses. Merci, vous avez raison de le souligner, et le drame de l'amiante est très emblématique de ce que vous venez d'évoquer. Actuellement, le développement des nanoparticules soulève un certain nombre d'autres questions dont on pense qu'elles pourraient conduire au même type de difficultés. Je vais rajouter encore un commentaire. Il y a l'amiante et il y a la silice aussi. Très paradoxalement, la silice, c'est ubiquitaire, il y en a partout, il y en a dans le sable, mais quand c'est très fin et respiré, c'est reconnu par le cirque au même niveau de cancérogénicité que l'amiante. Mais par contre, on ne pourra pas éradiquer la silice. On a pu le faire pour l'amiante, c'est ce qui fait un peu peur au pouvoir public. Et il y a une sous-estimation du risque silice, que ce soit dans le BTP, dans diverses activités, qui est méconnue. Voilà. Une sous-estimation globale. Ce sont des enjeux qui sont à la fois de santé, des enjeux qui sont économiques, ils sont majeurs sur le plan économique, des enjeux politiques sur le rôle de l'État dans la santé au travail, dont certains pensent que, et j'en fais partie, ça devrait être une mission régalienne, et d'autres pensent que ça devrait plutôt relever du dialogue entre les partenaires sociaux qui n'ont pas la compétence technique suffisante pour ce faire, et qui par ailleurs obéissent à des logiques qui sont souvent tout à fait différentes de celles de la santé. Merci pour ces interventions. Apparaît la carte heuristique de votre intervention avec, selon mes collègues, 3 grandes thématiques. La question des inégalités sociales, la question d'être en bonne santé, et puis quelque chose de transversal, comment agir sur les inégalités. Peut-être 2 phrases pour vous faire réagir, si vous le voulez bien, encore avec les ABAC. Et puis je vous proposerai, Monsieur Fassier, de nous dire si ces 2 phrases vous étonnent en termes de positionnement statistique du public ou pas. La première phrase, c'est « On est, dans le grand public, insuffisamment informé des facteurs de risque ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord du tout. Je vous la refais. On est insuffisamment informé des facteurs de risque. Vous avez découvert des facteurs de risque, des pourcentages. Monsieur Fassier, vous pouvez vous questionner. Est-ce que c'est le premier, le deuxième, les pourcentages? Alors, je vois du vert, je vois du jaune, levez bien haut. Ah, j'ai du orange. Ça veut dire que certaines personnes considèrent qu'on est plutôt bien informé. Vous considérez qu'on est très bien informé. Mais on a une grande majorité qui dit on est plutôt pas bien informé finalement. Est-ce que juste à côté de Béatrice tout en haut, madame qui vous disiez vous étiez plutôt en orange, est-ce que vous voulez réagir? Madame avec l'écharpe rose, je crois que vous étiez plutôt en orange, ou il y avait plusieurs oranges et bleus dans le coin là-bas. Oui, ou madame qui est plutôt d'accord, complètement d'accord pour dire qu'on est pas mal informé, vous leviez la main. D'accord, bah c'est déjà pas mal. Donc, apparemment, dans le public, on considère qu'on est plutôt mal informé et que le grand public est plutôt mal informé. Je vous proposerai de réagir à ça. Et la deuxième phrase, ça a été dit par Monsieur Fassier à la fin, la question de l'approche globale ou de l'approche par les risques. Je fais une phrase, je la réexplique après. L'approche par les risques, c'est-à-dire si vous fumez, c'est dangereux, si vous picolez, c'est dangereux, etc., etc., est insuffisante et culpabilisante. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Complètement d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout? L'approche par les risques, en disant attention, la cigarette c'est dangereux, etc., etc., cette approche par les risques, elle est insuffisante et culpabilisante. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, une dernière fois, en tout cas sur cette transition, vous positionner? On a du vert, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, mais en tout cas insuffisante et culpabilisante. Du vert et du jaune, madame en orange, est-ce que je peux quand même vous donner la parole si vous le voulez bien? Xavier, si on peut, ou quelqu'un d'autre qui est plutôt pas d'accord.
J'ai mis plutôt pas d'accord, parce qu'en fait, je trouve qu'on a divers canaux d'information qui s'adressent à différentes populations, avec au départ peut-être des messages, comme vous disiez, culpabilisants, mais on essaye aussi beaucoup mieux d'expliquer et de comment chacun peut prendre ça en main s'il a envie et être accompagné s'il a envie et faire ses propres choix. Donc vous considérez qu'il y a quand même une possibilité d'approche globale et qu'on ne va pas juste dire à la personne « tu fumes, c'est mal, il faut arrêter ». De toute façon, ça ne sert à rien de culpabiliser les gens, donc je pense que cette approche, elle est révolue déjà. Révolue, ok. Est-ce qu'il y en a qui veulent rebondir par rapport à ça? Cette approche est-elle révolue? L'approche par les risques et uniquement par les risques? Ceux qui étaient plutôt dans le orange ou dans le bleu, madame? Personnellement, j'ai mis orange aussi, parce que je pense que si on part du principe que ça va être culpabilisant, effectivement, les gens vont pouvoir se sentir culpabilisés. Pour autant, si on prévient les risques en leur disant voilà ce qui peut vous attendre, comme on a vu sur le diagramme, ça peut entraîner une prise de conscience de ces mêmes personnes. Donc l'approche par les risques peut quand même apporter une prise de conscience. Certains disent c'est pas suffisant, mais en tout cas c'est une approche qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main, quoi. C'est une approche qui est à prendre en compte dans une globalité d'approches elle doit être couplée avec d'autres approches, selon moi. Donc elle ne doit pas être seule, quoi. Merci. Votre voisine, je crois, veut réagir. Oui, moi ça me fait penser à la dernière campagne pour la sécurité routière où c'est une approche par les risques, où c'est la dernière campagne et pour la ceinture de sécurité où là c'est pour faire l'électrochoc par rapport à des personnes qui ne s'attacheraient pas. La cigarette ou l'alcool, c'est un peu pareil. Pour ceux qui consommeraient trop régulièrement, c'est une sorte ce qu'on souhaite, c'est l'électrochoc pour se prendre en main et essayer de se faire aider. Je rebondis, si vous me permettez. Ce que nous savons expérimentalement, c'est que ces campagnes qui sont basées sur la peur, qui mobilisent des images chocs pour créer cette prise de conscience, nécessitent, pour changer les comportements, que les gens aient un niveau suffisant de sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire qu'ils aient suffisamment confiance en eux, sur leur capacité à pouvoir changer. Que si ce n'est pas le cas, on fait plus de mal que de bien avec ces messages. Et donc tout l'enjeu, c'est précisément ce que disait votre voisine ou la personne d'avant, c'est que ces messages-là ne devraient faire partie, qu'une infime partie de l'arsenal de la prévention, parce que bien souvent ça s'adresse à des gens de façon indifférenciée qui n'ont pas besoin de recevoir ces messages. Et donc en fait ça dédouane d'une certaine façon le politique, qui donne à voir une action qui est médiatiquement porteuse, mais qui, en termes d'efficacité ou d'efficience, a un rendement qui est extrêmement faible. Contrairement à des actions qui seraient moins médiatisées et plus ciblées sur les populations qui en ont plus besoin, et notamment associées à des techniques ou des approches qui permettent aux gens de développer leur confiance en eux, de changer leur environnement pour les soutenir dans leur changement de comportement. Est-ce qu'il y a encore une prise de parole, madame? Oui, je voulais juste intervenir sur cette approche par les risques qui, je pense, elle est nécessaire mais insuffisante et qu'elle est également elle est assez culpabilisante et elle permet aussi de se détourner, ce que vous disiez, de problèmes. On met tout sur une causalité en fait, qui serait liée à des comportements à risque. Malheureusement, dans le cas du cancer, on sait que ce n'est pas une cause A qui va arriver à un effet B et c'est pas aussi simple que ça. Les causes sont compliquées et ça permet aussi de ne pas aller se questionner sur les facteurs environnementaux pour tous les difficultés politiques, économiques que cela peut poser. Et par rapport à ça, par rapport à cette question des comportements, je voudrais aussi soulever la question des cancers pédiatriques. Parce que les enfants, a priori, ne sont pas concernés par consommation d'alcool, peu par le tabac, si ce n'est dans l'environnement, mais par des comportements à risque. Et néanmoins, les cancers pédiatriques existent.
Du coup, dans votre réponse, vous pointiez le fait que peut-être l'approche uniquement par les risques pouvait être un facteur aggravant d'inégalité, parce qu'on n'est pas tous égaux sur notre capacité à entendre ce message et à réagir à ce message. Et peut-être on va enchaîner sur cette question des inégalités avec Johan Fayet du Centre Léon Bérard. Installez-vous, je vous en prie, à moins que vous vouliez encore réagir, je vous en prie. 2 remerciements. Je remercie Europa Donna et Elisabeth Marnier, la Ligue contre le cancer, je vois que Madame Chamba est dans la salle, qui font partie du comité stratégique du projet Fast Tracks. Donc merci pour cette invitation. Je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à vous abonner à notre fil Twitter Fast Tracks, FASTRACS. Vous trouverez ça sans difficulté et ça vous permettra de rester informé du projet en temps réel. Merci.